Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, je suis ravie de vous retrouver dans ce cinquième épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour prendre ou reprendre le contrôle de vos finances et construire la vie que vous méritez. Dans ce podcast Fini les dettes, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois, pour atteindre la liberté financière. Avant d'aller plus loin et pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière dans l'immobilier et podcasteuse. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet à la fois passionnant et délicat, démissionner d'un emploi que l'on déteste et comment se préparer financièrement pour que ce choix ne devienne pas un fardeau. Mesdames, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvées coincées dans un job qui ne fait plus sens? Un boulot que vous détestez, dans lequel vous vous sentez coincée, incomprise, voire pire. Un emploi qui vous prend plus qu'il ne vous apporte. Dites-le moi en commentaire. S'il y a bien une chose que l'on apprend dans Fini les dettes, c'est que la liberté financière, c'est aussi savoir prendre des décisions éclairées et calculées, même dans les moments de transition comme celui-ci. Alors, si vous envisagez de quitter un emploi qui ne vous épanouit plus ou si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, restez avec moi, cet épisode est fait pour vous. Ce cinquième épisode se découpe en 4 parties. Partie 1. Pourquoi vouloir quitter un emploi qu'on déteste est compréhensible et légitime. Partie 2. Les 4 étapes financières avant de démissionner. Partie 3. Après la démission, gérer la transition financière. Partie 4. Bilan. Comme d'habitude, mesdames, je vous recommande vivement de prendre de quoi écrire pour prendre des notes, parce que même si cet épisode n'est pas très long, il est riche d'enseignements et d'informations importantes. C'est parti. Partie 1. Pourquoi vouloir quitter un emploi qu'on déteste, est compréhensible et légitime. Depuis 1920, je prends cette date parce que c'était il y a un siècle que, mine de rien, 100 ans, ça passe vite. Depuis 1920, donc, les choses ont énormément changé. D'ailleurs, puisqu'on parle de dates, en voici quelques-unes qui pourraient à la fois vous interpeller et vous intéresser. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les femmes ont toujours entrepris, mais elles l'ont fait souvent dans l'ombre et en étant limitées par des contextes socioculturels et juridiques, les pauvres. On peut noter plusieurs périodes clés. Entre le 19e siècle et le début du 20e siècle, la révolution industrielle permet aux femmes issues de milieux modestes d'ouvrir des commerces ou des ateliers artisanaux. En 1900, des pionnières comme Coco Chanel ont marqué l'histoire en se lançant dans des entreprises innovantes et largement dominées par les hommes. Après la Seconde Guerre mondiale, donc après 1945, de nombreuses femmes sont devenues chefs d'entreprise par nécessité après le décès de leur mari ou pour répondre aux besoins d'une société en construction. Dans les années 1970-1980, les mouvements féministes ont encouragé les femmes à revendiquer leur place dans l'économie. Les premières lois facilitant l'accès au crédit pour les femmes sans autorisation d'un homme ont joué un rôle déterminant. Alors, mesdames, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a quand même fallu attendre les années 70-80 pour que les femmes aient accès au crédit sans avoir à demander l'autorisation préalable à un homme. Et ça, c'est en France. Toutes les informations et les dates que je vous donne concernent uniquement la France puisqu'on est en France. À cette même période, on observe un boom des entreprises féminines dans les secteurs comme l'éducation, la santé ou la mode. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les femmes qui ont souscrit à des crédits ont bien investi cet argent. Depuis les années 2000, avec l'avènement d'Internet, de nombreuses femmes se sont lancées dans l'entrepreneuriat numérique, ce qui a permis une flexibilité accrue. Beaucoup de femmes arrêtent de travailler pour se mettre à leur compte. Plusieurs facteurs et périodes ont contribué à cette tendance. On pense à la crise économique de 2008, la crise des subprimes. Beaucoup de femmes ont quitté leurs emplois précaires ou mal payés pour se lancer à leur compte. Elles visaient deux choses, l'autonomie financière et l'opportunité de mieux gérer leur temps.
Ensuite, on pense au boom des startups dans les années 2010. L'entrepreneuriat est devenu plus accessible grâce à des outils numériques et des formations en ligne, incitant de nombreuses femmes, dont je fais partie, à passer le cap. En effet, en 2010, je me suis formée en ligne dans le secteur de la mode. Dans la foulée, j'ai créé mon premier site internet, lancé mon blog, et en 2014, je me lançais avec force et courage dans le monde magnifique de l'entrepreneuriat. On pense ensuite évidemment à la crise sanitaire du Covid-19 2020-2022. Pendant cette période, beaucoup de femmes ont été poussées à repenser leur carrière. Les confinements, la fermeture des écoles et le manque de flexibilité de certains employeurs ont exacerbé le poids des charges familiales, amenant certaines à quitter leur emploi pour entreprendre. Si les femmes ont le droit de vote, d'avoir leur propre compte bancaire depuis 1965 seulement, de choisir leurs études et leur emploi, travailler dans un environnement qui nous épuise ou nous mine peut être incroyablement pesant. Que ce soit à cause d'un manque de sens, de reconnaissance, d'un stress omniprésent ou d'un environnement toxique, vouloir partir est tout à fait légitime. Nous sommes nombreuses à refuser de choisir entre carrière et vie de famille. Et de plus en plus de femmes y réfléchissent très sérieusement. Ce refus de choisir entre carrière et vie de famille est significatif depuis 2010 et a été amplifié depuis la crise sanitaire. Pourquoi? D'abord à cause de la charge mentale. En effet, en tant que femme, nous sommes souvent, hélas, responsables des tâches domestiques. Au passage, mesdames, on n'a pas à être responsable, on n'a pas cette obligation de responsabilité. Et puis il existe des personnes dont c'est le métier. Fin de la parenthèse. Nous cherchons une solution pour équilibrer vie pro et vie perso. Notre carrière est importante et l'entrepreneuriat nous offre une flexibilité pour adapter notre emploi du temps. Ensuite, il y a la garde d'enfants. Le manque de solutions de garde adaptées et abordables pousse de nombreuses mères à se lancer dans des projets compatibles avec notre rôle familial. Et enfin, évidemment, on pense à l'indépendance financière. Nous sommes nombreuses à préférer créer nos propres sources de revenus pour ne plus dépendre d'un conjoint ou d'un employeur. Vous voyez, quelle que soit la raison pour laquelle vous voulez quitter votre emploi, elle est légitime. Vous avez le droit. Il est normal d'y penser et de chercher des solutions. Mais attention, mesdames, il est crucial de s'interroger sur ce qui motive réellement ce choix et de bien comprendre vos besoins avant de franchir le pas. Est-ce que c'est un burn-out, un conflit relationnel, un manque d'évolution, ou bien est-ce que c'est encore plus insidieux? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose de totalement normalisé, mais que vous ne supportez plus? Je pense notamment, évidemment, à la charge mentale, au mode de garde qui n'est pas adapté ou trop onéreux, ou encore, tout simplement, à l'envie d'être avec vos enfants, de les voir grandir et d'avoir votre vie de famille, votre carrière, selon votre définition, vos règles, vos choix, vos décisions. Identifiez bien la source pour vous assurer que la démission est la solution. Et si après toutes ces réflexions, vous vous dites oui, il est temps que je parte, alors vous avez pris une première décision forte et vous pouvez vous en féliciter. Maintenant, la question est comment s'assurer que ce choix n'entraîne pas de difficultés financières supplémentaires? Passons aux étapes concrètes pour se préparer. Partie 2, les 4 étapes financières avant de démissionner. Je comprends à quel point la situation peut être délicate parce que j'ai moi-même pris cette décision il y a quelques années. Je vous en parle dans le premier épisode de ce podcast dans lequel je partage avec vous mon parcours de mère célibataire très endettée à la femme financièrement indépendante que je suis aujourd'hui. Quitter un emploi qui me drainait était un pas essentiel pour moi, mais ce n'était certainement pas un saut dans l'inconnu. Non, non. Avant cela, j'ai pris le temps de calculer, d'évaluer mes options et de préparer mon plan de sortie. Je sais, ce n'est pas sexy de dire ça, mais la vérité, c'est que la vie n'a pas toujours à être sexy and fun. Il faut parfois prendre des décisions importantes pour soi et se détacher émotionnellement et intellectuellement de ce que peuvent penser, dire ou croire les autres. Même si on passe pour la rabat-joie de service, il faut parfois savoir le faire.
Donc, quand j'ai décidé de démissionner de mon poste d'hôtesse d'accueil à temps ultra plein parce que je cumulais des 10 heures d'heures supplémentaires tous les mois, j'étais en arrêt de maladie très longue durée car je m'étais blessée en tombant. Du fait de la maladie rare dont je suis atteinte, je ne m'en suis jamais vraiment remise. Dans cette configuration, retourner au travail était juste hors de question. Parce que moi, j'avais évolué, mais pas mon poste. Et je savais qu'il n'y avait pas de possibilité d'évolution. J'aspirais à toute autre chose, surtout maintenant que je n'avais plus de dette à rembourser. Petit aparté, s'il vous plaît, mesdames, n'attendez pas la rupture physique ou psychologique pour démissionner si c'est ce que vous voulez. C'est normal d'avoir peur de perdre votre salaire mensuel et d'être inquiète. Mais vous êtes votre priorité et vous devez le rester. Et ça passe par votre santé. Fin de ma petite parenthèse. Dans Fini les dettes, je parle souvent de la planification comme d'une clé pour éviter les pièges de l'endettement. Et cette règle s'applique parfaitement ici. Voici 4 étapes financières pour vous préparer efficacement avant de démissionner. Étape 1. Évaluer ses dépenses et ses revenus. Avant de prendre la décision de quitter votre emploi, faites un point précis sur vos finances. Bien entendu, vous devez connaître avec exactitude le montant de votre salaire mensuel. Là, il n'y a pas de place pour l'à peu près. Combien gagnez-vous? 725,89 €, 1295,25 €, 1700 €, 3729,34 €. Vous devez le savoir parce que votre salaire, ce n'est pas juste une ligne de chiffres sur votre compte bancaire. Non, il s'agit de votre argent, ce pourquoi vous êtes payé et ce que vous vous apprêtez peut-être à abandonner. Il faut aussi que vous sachiez exactement où va chaque euro en prenant en compte toutes les dépenses fixes et variables. Pour cela, rien de plus simple. Prenez votre dernier relevé bancaire, oui, celui du mois dernier. Un seul relevé suffit car il est très révélateur de vos revenus mensuels et de vos habitudes de consommation. Pour celles qui ont déjà le livre Fini les dettes, je vous propose d'utiliser les fiches annexes du livre. Pour celles qui ont toutes vos fiches se trouvent à la fin de l'ouvrage dans la partie annexe. Bien entendu, si vous n'avez pas encore acheté le livre, vous pouvez faire cet exercice sur une feuille ou un carnet budget que vous gardez près de vous. Écrivez dans cette fiche ou dans ce tableau toutes les informations nécessaires, vos revenus et vos 2 types de dépenses. Concrètement, vous allez tracer un tableau de 2 colonnes tout simplement. D'un côté, vous allez mettre vos revenus et de l'autre, vous allez mettre vos dépenses. Vous allez mettre, des dépenses, vous pouvez utiliser, 2 couleurs différentes pour qu'on puisse distinguer les dépenses essentielles et les dépenses non essentielles. Cela vous permet d'évaluer le montant dont vous avez besoin chaque mois pour vivre sereinement, même sans emploi. Pourquoi? Parce que vous avez sous les yeux littéralement le montant de vos revenus actuels, celui de votre salaire et éventuellement des autres revenus, et le montant total de vos dépenses. Petit rappel, les dépenses essentielles sont les dépenses dont vous ne pouvez pas vous passer pour vivre dignement. Ces dépenses sont souvent liées au logement, loyer, prêt immo, eau, énergie, assurance habitation, l'alimentation, les frais de scolarité, de cantine, etc. À l'inverse, les dépenses non essentielles sont celles que vous pouvez retirer ou réduire de votre budget sans que cela vous empêche de vivre normalement ou dignement. Par exemple, le café du matin, l'abonnement à un magazine ou à une salle de sport, les soins esthétiques, les sorties, les loisirs, etc. En additionnant l'ensemble de vos dépenses essentielles, vous connaissez le montant exact dont vous avez besoin chaque mois pour vivre dignement. Bien entendu, c'est mathématique, plus vous ajoutez de dépenses non essentielles, plus le bon montant du budget augmente. Étape 2, constituer un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence solide est indispensable. Ce fonds d'urgence devrait couvrir au moins 3 à 6 mois de dépenses. Personnellement, c'est ce que j'ai fait et ça m'a clairement sauvé. Ce fonds d'urgence est une bouée de secours qui vous permettra de naviguer dans cette période sans recourir au crédit. Si vous n'avez pas encore ce fonds, considérez d'épargner intensivement avant de poser votre démission. Dans le livre Fini les dettes, je vous explique en détail comment faire votre budget mensuel. Vous constituez une épargne de précaution, ou de sécurité sans jamais
déstabiliser votre budget et bien suivre votre budget pour ne jamais être dans le rouge ni en découvert bancaire. Étape 3, rembourser vos dettes, un autre point essentiel. Il est important de réduire au maximum toutes vos dettes pour partir l'esprit libre et démissionner sereinement. Cela signifie rembourser les crédits à la consommation, les découverts et tout autre endettement. Chaque dette en moins allège vos charges mentales et financières, excusez-moi. Votre suivi de remboursement combiné à l'automatisation de vos finances est un formidable outil pour savoir très exactement quand est-ce que vous aurez les moyens de quitter votre emploi. Et si vous faites bien les choses, ça peut être beaucoup plus tôt que prévu. Personnellement, quand j'ai fait ça, j'ai dit adieu à un salaire entre 1200 et 1300 euros sans heures supplémentaires pour commencer à construire la vie dont je rêvais. Je l'ai fait sans difficulté ni crainte. Encore mieux, j'étais sereine et heureuse en rédigeant ma lettre de démission. Pourquoi? Parce que j'étais financièrement organisée et ça, c'est de l'autonomie financière. J'avais mon épargne de précaution solide. Mon système était automatisé et il l'est toujours. J'ai aussi une visibilité de mes finances sur plusieurs mois. Donc, je sais toujours plusieurs mois à l'avance ce qui va se passer financièrement parlant. Je suis un peu ma Madame Irma à moi concernant mon argent. Savoir ça m'a rendue plus sereine et plus sûre de moi et de mon choix. Quitter un CDI que je détestais pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous en êtes capable et vous avez toutes les informations nécessaires dans cet épisode. De plus, et pour rappel, tous les épisodes de ce podcast sont là pour vous accompagner dans la vie de vos rêves et ils resteront en ligne. En ayant le livre Fini les dettes à vos côtés, évidemment, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour y arriver. Le savoir, les connaissances, toutes ces choses précieuses à connaître et à appliquer au quotidien pour atteindre votre liberté financière. Étape 4, évaluer les alternatives. Parfois, une option intermédiaire comme un temps partiel ou une activité freelance peut offrir une sécurité financière tout en permettant une transition en douceur. C'est un peu une manière douce de dire au revoir à une partie de sa vie avant de se lancer dans la suivante. Mais attention, concernant l'activité freelance, assurez-vous qu'elle vous rapporte un revenu régulier dès le départ. Et là, c'est la chef d'entreprise qui vous parle. Il n'y a rien de pire que de lancer une activité en freelance ou autre qui mette des mois, voire des années avant de pouvoir en vivre. Vraiment, c'est insupportable, c'est triste et c'est stressant. Vous sentez le vécu quand même, hein, et soyons sérieux. Vous n'allez pas quitter un emploi qui vous rebute pour vivre plus de stress, n'est-ce pas? Surtout si c'est à cause du manque d'argent. Donc, faites une étude de marché et renseignez-vous bien sur vos droits. Chômage partiel, aide possible ou toute autre source de revenus complémentaires. Je vous assure, et j'espère que ça va vous rassurer, il y a beaucoup de gens qui démissionnent, qui abandonnent leur salaire pour vivre une vie humainement, psychologiquement et émotionnellement plus confortable. Pendant un temps, ils font avec les aides sociales, les minima sociaux. Je sais que là encore, c'est pas sexy, c'est pas glamour et qu'il y a très 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 peu de gens qui l'avouent, mais c'est la vérité. C'est la vérité et personnellement, et je ne m'en cache absolument pas, c'est mon cas. Je perçois l'AAH, l'allocation pour adultes handicapés, du fait de ma maladie et je compose avec, je fais avec. Je suis au contrôle de mes finances et c'est ce qui me permet de construire la vie à laquelle j'aspire tout en préparant l'avenir de mes enfants. Donc, c'est possible. Maintenant que nous avons couvert la préparation, voyons comment bien gérer les finances une fois la démission actée. Partie 3. Après la démission, gérer la transition financière. Une fois que votre démission est posée, il y a plusieurs façons de maintenir l'équilibre financier durant cette période d'incertitude. Premièrement, vous pouvez limiter les dépenses au strict nécessaire. Si ce n'est pas encore fait, adoptez une attitude de frugalité intelligente. Je vous ai déjà parlé de frugalité intelligente dans de précédents épisodes de ce podcast. Dans le livre Fini les dettes, je vous propose plusieurs conseils pour réduire les dépenses sans sacrifier votre qualité de vie. L'idée, c'est de rester strict, mais aussi de vous permettre des plaisirs simples et abordables qui n'entament pas votre capital. Petit 2. Mettre en place un budget spécifique de transition.
Et ça, c'est une merveille. Ce budget spécifique de transition doit inclure toutes vos dépenses essentielles. En période de transition, vous pouvez simplifier votre budget en supprimant certaines catégories non essentielles et en focalisant votre attention sur les dépenses incompressibles. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelles dépenses non essentielles vous allez arrêter de faire. Je me souviens, quand j'ai préparé ce fameux budget de transition, que j'avais réalisé très rapidement qu'en fait, les repas du midi, comme je n'allais plus aller travailler à l'extérieur, je n'allais pas les payer. Donc ça m'a, permis de d'économiser, de sauver, ces plusieurs dizaines d'euros par jour, j'ai envie de te dire, et de les mettre directement dans le budget transition. Vous, dites-moi en commentaire quelles dépenses non essentielles vous allez arrêter de faire. Je trouve que c'est intéressant. Souvent, retirer une seule dépense de son budget permet d'économiser, que dis-je, de sauver plusieurs dizaines d'euros par mois. Et hop, cet argent va directement dans le projet de démission, tout à fait comme ce que je viens de vous expliquer, l'exemple que je vous ai donné, dans lequel moi-même j'ai retiré le budget déjeuner, repas déjeuner du midi quand je travaillais et que je l'ai mis directement dans ce fameux projet d'émission. Petit 3, développer des sources de revenus alternatives. Même si c'est temporaire, pensez à générer des revenus additionnels. Freelance, micro-entreprise, vente d'objets inutilisés. Ce genre de revenus peut tout à fait combler le manque à gagner et soulager le fonds d'urgence. Et puis, pour celles qui rêvent de se lancer à leur compte, de monter leur petite entreprise ou de bâtir un empire colossal, c'est ce qui va vous permettre de faire vos premiers pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Bien entendu, hein, il existe de nombreuses façons d'augmenter vos revenus en créant des sources de revenus alternatives. Par exemple, vous pouvez vendre ce que vous n'utilisez pas ou plus sur des plateformes dédiées comme Le Bon Coin ou Vinted. Vous pouvez gagner quelques euros à plusieurs milliers d'euros en fonction évidemment de ce que vous proposez. Il va de soi que vendre des vêtements, des jouets, des bibelots vous rapportera quelques euros ou dizaines d'euros, mais vendre un véhicule ou un bien immobilier permet de gagner plusieurs milliers d'euros. Vous pouvez aussi donner des cours du soir, des cours de langue ou d'une autre matière académique chez vous, chez l'élève ou en ligne. Là, vous pouvez gagner en moyenne entre 6 et 60 euros par heure en moyenne. Vous pouvez aussi faire des illustrations, aider à l'organisation des particuliers ou des entreprises. Et puis, plus basiquement, vous pouvez trouver un autre job à mi-temps en plus du vôtre. Serveuse, femme de ménage, caissière, etc. Vous êtes payé à ce moment-là au SMIC horaire. Vous pouvez aussi faire des livraisons pour les particuliers. Il existe de nombreuses plateformes sur lesquelles vous pouvez vous inscrire rapidement et gagner rapidement de l'argent. Évidemment, qui dit livraison dit mobilité, il faut être mobile pour pouvoir se déplacer facilement. De manière générale, avec des sources de revenus alternatives, vous pouvez générer, donc gagner, de quelques euros à plusieurs centaines d'euros par mois, parfois même des milliers d'euros. Cela dépend surtout de ce que vous proposez. Vente d'objets, de vêtements, ce sera quelques euros à plusieurs dizaines d'euros, sauf si c'est du luxe. Et puis pour les autres types de prestations, en donnant des cours entre 6 euros et 35 euros de l'heure en moyenne, vous pouvez gagner plus d'argent. Concernant les livraisons, là, ça dépend de la plateforme utilisée et du nombre de livraisons que vous pouvez faire. Pour la petite anecdote, mon époux a fait ça pendant un temps. Ça ne permet clairement pas à une famille de 5 de vivre, hein, vous vous en doutez. Il gagnait tout au plus 100 euros, il me semble, mais c'est ce qui lui a fait comprendre qu'il pouvait générer ses propres revenus et que quitter son CDI était la bonne chose à faire. Ensuite, concernant la vente de véhicules ou de biens immobiliers, ce sera plusieurs milliers d'euros en une seule fois, sauf si vous en avez plusieurs à vendre. Et si vous faites de la location de biens, vos revenus mensuels dépendent du bien en question. Et pour les biens immobiliers, d'autres facteurs comme l'emplacement géographique, la taille du bien, si c'est de la LCD ou de la LLD, etc. Je crois que j'ai que j'ai répondu à tout ce que je vous ai proposé. Je pense que j'étais assez claire. Il existe d'autres sources de revenus que vous pouvez facilement créer. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait partager vos idées en commentaire. Cela permet d'aider notre communauté et ça peut tout à fait être utile à toute la communauté de Fini les dettes. Soyons honnêtes, ce n'est pas facile. Mais en appliquant une stratégie rigoureuse et en restant fidèle à vos objectifs, vous pouvez traverser cette période de transition
sereinement. Nous voilà arrivés à la partie 4 de cet épisode, le bilan. En résumé, si vous envisagez de quitter un emploi que vous détestez, le secret pour le faire sans inquiétude financière réside dans une préparation minutieuse. 3 mots. Anticiper, planifier, épargner. La liberté financière est un chemin semé de choix audacieux, mais avec les bonnes bases, vous pouvez transformer ce risque en opportunité. Chaque effort pour alléger vos dettes, préparer vos finances et envisager des alternatives compte. Mesdames, souvenez-vous que la liberté commence par une action, même petite. Et ce choix, c'est peut-être le premier pas vers la vie que vous désirez. Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à partager votre parcours ou vos questions en commentaire. Ce podcast est aussi un lieu d'échange pour vous encourager dans vos projets de vie. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et si vous l'avez trouvé utile, qu'il vous a aidé, qu'il vous a motivé ou inspiré, partagez, pensez à le partager à au moins une femme que vous connaissez. Je suis certaine qu'elle vous remerciera et moi aussi. Mesdames, abonnez-vous pour rester informés des prochains épisodes et puis vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Malika de Riche. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je sais, je me répète, ou à partager votre ressenti sur cet épisode. Likez, commentez, partagez. Je lis vos messages avec soin et j'adore voir comment chacune d'entre vous avance. Vous le savez, mon podcast est un cadeau pour vous, mais le livre Fini les dettes est la ressource indispensable pour celles qui souhaitent des résultats concrets. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Cet épisode est maintenant terminé. Je vous dis à mardi prochain à 14h, ici même pour le 6e épisode de Fini les têtes. Je partagerai avec vous ma méthode pour gérer un nouveau logement sans endettement ni aide. D'ici là, rappelez-vous, la liberté financière est possible et elle commence aujourd'hui, ici même. Bye bye!